Alors, durant ces 4 sessions, on va essayer de comprendre la présentation bouddhique de la transformation des habitudes, parce que c'est un sujet qui a occupé pas mal de contemplatifs à travers les siècles. Ça fait 2500 ans qu'on essaie de raffiner les techniques pour transformer les habitudes, parce que le bouddhisme peut être compris de différentes manières, mais certainement dans la transformation des habitudes, dans la transformation des habitudes de l'esprit. Donc ce sujet est totalement central. Je le reformule un peu de manière moderne. Comment transformer nos habitudes? Historiquement, on aurait dit comment transformer certaines de nos émotions, comment s'engager avec la réalité de manière correcte, de manière valide. Euh, mais c'est vraiment un sujet central et qui m'a conduit à proposer ces 4 pouvoirs d'opposition qui sont très très importants dans le bouddhisme tibétain. On les retrouve dans le Lamrim. Et ils n'ont pas une grande place dans le Lamrim, ils ont peut-être quelques pages seulement, et pourtant ils ont vraiment une importance capitale, on les retrouve dans les sutras, et ils décrivent en substance ce qu'on fait tous et toutes déjà à notre échelle, mais ils le décrivent avec beaucoup plus de précision. Ils décrivent un phénomène qui apparaît dans nos esprits à de nombreux moments de notre existence. On a tous transformé des habitudes, on transforme tous des habitudes. Et pourquoi cet enseignement? Parce que ça nous permet de comprendre les ressorts de la transformation de nos habitudes pour le faire mieux, simplement. Il ne faut pas voir ces propositions des 4 pouvoirs d'opposition comme une refonte totale de notre esprit, c'est pas ça, c'est plutôt une indication pour faire mieux ce qu'on fait déjà, en fait. Pour faire mieux quelque chose qui apparaît dans notre esprit très souvent et pour le sécuriser aussi. Parce qu'on va voir que dans ce processus, on peut facilement tomber dans des extrêmes qui ne nous rendent pas service au final dans ce processus de transformation d'une habitude. Donc ce processus de transformation d'une habitude, c'est surtout le processus de transformation d'une habitude qu'on a identifiée comme étant non constructive et qu'on voudrait dépasser. C'est plutôt dans ce style-là. Dans le bouddhisme, on appelle ça purification, c'est un terme un peu fort, surtout qu'il est connoté dans notre culture, c'est une traduction. Il est connoté un peu comme s'il y avait quelque chose de mauvais en moi qu'il faille extirper de moi. Or, ce n'est pas vraiment le cas. C'est plutôt transformer un comportement qu'on a identifié comme potentiellement producteur de problèmes en son opposé. C'est vraiment ça, transformer une habitude. Et ça peut être une habitude physique, ça peut être une habitude verbale, la tendance à parler plus vite que son esprit, ce qui m'arrive assez souvent, ou dire des choses blessantes. Ça peut être une habitude physique, comme par exemple boire plus que de raison et en avoir une forme d'addiction. Ça peut être une attitude mentale. Toutes ces actions des 3 portes, on appelle ça les 3 portes, du corps, de la parole et de l'esprit, sont inclus dans cette transformation d'une habitude. Et c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup et je me faisais la réflexion que c'est quelque chose qu'on trouve aussi beaucoup dans les films. Beaucoup des films, j'ai étudié un peu le cinéma, la dramaturgie, et on se rend compte que dans les films ou dans le théâtre, la trame des films est souvent préoccupée de la transformation d'individus en face d'obstacles. D'ailleurs, il n'y a pas d'histoire vraiment de dramaturgie sans éléments transformateurs, perturbateurs, ça, on l'a étudié, l'élément perturbateur dans le conte. Et ben en fait, c'est que très souvent dans les films, il y a ce contact entre un obstacle et comment le personnage va le transformer. Et assez souvent, dans les mauvais films, ce processus est vu de manière très simpliste. On voit un personnage qui est complètement mauvais, tout à coup, un moindre petit événement, et tout à coup, tout se termine bien. Et on ne comprend pas du tout parce que les ressorts
de cette transformation n'ont pas du tout été montrés dans le film. On a l'impression qu'on peut se transformer et transformer un comportement en claquant des doigts. Et ça, c'est vraiment les mauvais films. Et puis, il y a les films qui vraiment sont assez profonds euh, la- dans le fait de montrer ces 4 étapes qu'on va voir aujourd'hui et demain, et qui le montrent avec beaucoup plus de finesse. Et j'ai trouvé, parce que je suis en train de le lire, je ne l'ai pas fini encore, mais dans Les Misérables, que Victor Hugo avait vraiment assez bien décrit ce qu'on va décrire, nous, pendant ces 4 sessions, de quelques-unes des étapes, en tout cas, qui président à la transformation d'une habitude. Et je vais vous lire, pour commencer, en guise d'introduction, quelques lignes de cette transformation qu'a vécu Jean Valjean, qui était un ancien bagnard, qui est galérien même, qui, après avoir fait 19 ans de galère, revient en France et il remonte dans le sud de la France et il rencontre un évêque qui transforme totalement son esprit. Jean Valjean, qui était complètement aigri, qui avait un ressentiment profond contre la société, contre la civilisation, comme le dit Victor Hugo. Et, et il tombe sur cet évêque qui incarne vraiment la bonté, hein, pas un évêque euh, pompeux et plein de lui-même, mais vraiment un évêque qui avait une grande, grande bonté. Et il va chez lui, Jean Valjean, parce que c'est le seul endroit où il est accueilli dans un village. Et il y passe la nuit, sauf que réveillé par ses démons intérieurs dans la nuit, il va voler les chandeliers de l'évêque. Il est pris par les gendarmes et amené devant l'évêque, qui va lui dire non, non, mais je lui ai donné ces chandeliers, c'est à lui, il peut les garder. Et puis en partant, il va dire des mots assez profonds à Jean Valjean qui vont participer à totalement transformer son esprit. Et plus tard, Jean Valjean, pris de ce remords profond d'avoir été tellement pardonné par cet évêque, va partir et marcher dans une sorte d'errance, et il va même voler une pièce à un enfant parce qu'il est encore complètement pris dans ses habitudes. Il est complètement pris dans ses habitudes. Il va voler machinalement une pièce à un enfant, et c'est à peu près à ce moment-là que je vais vous lire ce court extrait. J'espère qu'il ne sera pas trop long. Quand l'intelligence se réveilla et vit cette action de la brute, Jean Valjean recula avec angoisse et poussa un cri d'épouvante. C'est que, phénomène étrange et qui n'était possible que dans la situation où il était, en volant cet argent à cet enfant, il avait fait une action dont il n'était déjà plus capable. Quoi qu'il en soit, cette dernière mauvaise action eut sur lui un effet décisif. Elle traversa brusquement ce chaos qu'il avait dans l'intelligence et le dissipa, mit d'un côté les épaisseurs obscures et de l'autre la lumière, et agit sur son âme dans l'état où elle se trouvait, comme de certains réactifs chimiques agissent sur un mélange trouble en précipitant un élément et en clarifiant l'autre. Son cerveau était dans un de ces moments violents et pourtant affreusement calmes, où la rêverie est si profonde qu'elle absorbe la réalité. On ne voit plus les objets qu'on a devant soi, et l'on voit comme en dehors de soi les figures qu'on a dans l'esprit. Il se contempla donc, pour ainsi dire, face à face, et en même temps, à travers cette hallucination, il voyait dans une profondeur mystérieuse une sorte de lumière qu'il prit d'abord pour un flambeau. En regardant avec plus d'attention cette lumière qui apparaissait à sa conscience, il reconnut qu'elle avait la forme humaine et que ce flambeau était l'évêque. Sa conscience considéra tour à tour ces deux hommes ainsi placés devant elle, l'évêque et Jean Valjean. Il n'avait pas fallu moins que le premier pour détremper le second, par un de ces singuliers effets qui sont propres à ces sortes d'extase. À mesure que sa rêverie se prolongeait, l'évêque grandissait et resplendissait à ses yeux. Jean Valjean s'amoindrissait et s'effaçait. À un certain moment, il ne fut plus qu'une ombre. Tout à coup, il disparut. L'évêque seul était resté. Il remplissait toute l'âme de ce misérable d'un rayonnement magnifique. Jean Valjean pleura longtemps. Il pleura à chaudes larmes. Il pleura à sanglots, avec plus de faiblesse qu'une femme, avec plus d'effroi qu'un enfant. Pendant qu'il pleurait, le jour se faisait de plus en plus dans son cerveau, un jour extraordinaire, un jour ravissant et terrible à la fois. Sa vie passée, sa première faute, sa longue expiation,
son abrutissement extérieur, son endurcissement intérieur, sa mise en liberté réjouie par tant de plans de vengeance, ce qui lui était arrivé chez l'évêque, la dernière chose qu'il avait faite, ce vol de 40 sous à un enfant, crime d'autant plus lâche et d'autant plus monstrueux qu'il venait, après le pardon de l'évêque. Tout cela lui revint et lui apparut clairement, mais dans une clarté qu'il n'avait jamais vue jusque-là. Voilà quelques-uns des mots de Victor Hugo pour parler de ce premier pouvoir d'opposition qu'on va voir aujourd'hui, qui est le pouvoir du regret, ce qu'on appelle le regret, qui est le premier moteur de la transformation d'une habitude. Et tout part par là, finalement, parce que très souvent dans le bouddhisme, tout part de la motivation. Si on n'a pas la motivation de transformer un comportement, il est très difficile de penser qu'on va mettre en œuvre les leviers, le mécanisme qui va pouvoir le transformer. Donc, presque tous les sujets qu'on retrouve dans le Lamrim de Lama Tsongkhapa, ce texte qui est fondateur et qui guide vraiment les principales méditations dans le bouddhisme tibétain de la tradition Gelugpa du Dalai Lama, on retrouve très souvent que dans les sujets, par exemple l'impermanence, le calme mental, on commence toujours par la motivation, on commence toujours par motiver l'esprit au sujet qui va être notre sujet d'étude. Et il en est de même pour les 4 pouvoirs d'opposition et donc de la transformation d'une habitude. Si on souhaite qu'une transformation pérenne ait lieu, il faut qu'il y ait cette première motivation. Et cette première motivation, on peut l'entendre de manière positive, c'est-à-dire voir les bienfaits qu'il y aurait à se séparer de cette habitude, mais également voir les problèmes qui sont liés à cette habitude. Et plutôt que de parler du regret, qui est un terme qui porte aussi lui-même pas mal d'ambivalence, d'ailleurs on va les éclaircir, ces ambivalences, parlons plutôt d'essayer de voir les défauts de cette habitude, voir les problèmes qui sont liés avec cette habitude. Et tout est question de ça. Il y a un sutra du canon Pali qui s'appelle le Tapusa Sutra. C'est des personnes qui viennent voir le Bouddha en lui disant, je le paraphrase un peu, hein, mais ils lui ont dit, votre idée de partir comme ça, de quitter la vie domestique et puis de ne plus avoir de plaisir, pour nous, ça semble vraiment, ah non, ça semble vraiment une grosse perte. Ça nous intéresse pas du tout. C'est vraiment, c'est pas très vendeur. Et Bouddha leur répond, il leur dit, mais c'est pas vendeur tant qu'on n'en reconnaît pas les bienfaits. C'est pas vendeur tant qu'on a l'impression que ça a plus de défauts de quitter sa maison que de conserver une vie domestique, mais on peut complètement inverser cette appréhension. Et de la même manière pour nos habitudes, il y a énormément de nos habitudes qui peuvent nous apparaître bénéfiques pendant un moment, et par un peu de travail de notre esprit, peuvent aussi bien devenir problématiques. On peut commencer à se dire d'une habitude qu'on croyait au départ bénéfique, de se dire peut-être qu'il y a des problèmes derrière ça. Et c'est tout le processus finalement de ce premier pouvoir du regret, c'est de transformer la perception qu'on a de nos habitudes, parce que le premier obstacle et le plus terrible, c'est d'avoir l'impression qu'il n'y a rien à changer, d'avoir l'impression que cette habitude, on ne la reconnaît même pas comme quelque chose de négatif. Et je réfléchissais à ça ce matin en me disant, mais c'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas de prosélytisme dans le bouddhisme. Parce que si une personne n'est même pas à même de reconnaître que certaines de ses habitudes sont non constructives ou destructives, ça ne sert à rien d'essayer de le convaincre, de le forcer. Parce qu'il n'a pas accumulé les causes et les conditions pour comprendre déjà que son comportement est destructeur. Et ça requiert quand même pas mal de calme mental, ça requiert une éthique aussi suffisante, et puis ça requiert de pouvoir
s'asseoir, se poser, puis vraiment interroger ce qu'on appelle la remise en question. Mais une personne qui n'a aucune forme de remise en question sur certains de ses comportements, ça ne sert à rien de le forcer, ça ne sert à rien d'essayer de lui vendre une méthode. Et ça nous fait penser que si nous, déjà, aujourd'hui, on a cette ouverture d'esprit de questionner même des choses qui nous sont acquises, c'est déjà un point de départ qui n'est pas un point de départ, c'est déjà le résultat d'une ouverture d'esprit qui a été cultivée par le passé, qui permet aussi qu'on puisse interroger certaines de nos habitudes. Ce qui semble, dans ces cas de pouvoir d'opposition, le point de départ, mais ce n'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est que à travers la méditation, à travers notre mode de vie, on a déjà créé les causes et les conditions pour simplement essayer de se dire, voilà, ben, j'ouvre mon esprit à la remise en question de toutes mes habitudes et je vais voir si ces habitudes, et je peux les prendre une par une, elles sont constructives ou pas. Et c'est ce qu'on fait dans la méditation. On essaie de se dire, ok, bon, ces habitudes, elles sont là, voyons voir si elles sont positives ou pas, si elles me rendent service ou pas. Et ce que disait le Bouddha dans le Tapusa Sutta, c'est que lui, de la même manière, au départ, il pensait que suivre toutes les impulsions de son esprit, c'est ce qu'il fallait faire, parce que c'est ce qui nous rendait pas heureux, mais qui nous satisfaisait sur le moment. Mais il s'est rendu compte que ça, à force, ça crée plus de souffrance. Donc en fait, c'est simplement que ces habitudes ne sont ni bonnes ni mauvaises par nature, elles dépendent de notre point de vue par rapport à elles. Donc ce premier pouvoir du regret, c'est le pouvoir de la motivation, se motiver. Ce qui nécessite, encore une fois, de pouvoir regarder nos habitudes et d'avoir suffisamment d'ouverture d'esprit pour les questionner. Alors si ces habitudes, au final, on trouve qu'elles sont bonnes, bah, tant mieux, on les aura explorées, ces habitudes, et puis au final, on se sera dit, ben voilà, je suis encore plus sûr que cette habitude, elle est bonne. Si en revanche, dans notre processus d'examination, on réalise que cette habitude, elle est problématique, ben on aura compris quelque chose de notre comportement, on aura compris quelque chose de cette tendance qu'on a parfois à s'engager dans des habitudes en pensant qu'elles sont positives, et il se trouve, après analyse, qu'elles ne le sont pas. On est leurré. Donc, essayons de définir un peu ce qu'on entend par regret. Regret par rapport au remords, par exemple. Je ne sais pas si vraiment dans la définition de ces mots dans le dictionnaire, il y a vraiment cette nuance, mais en tout cas, dans le bouddhisme, il y a une différence entre le regret et le remords. Le regret, ça peut être positif ou négatif. Le remords, c'est principalement destructeur. Le regret, si on regrette quelque chose qu'on a fait de bien, on peut dire que c'est destructeur. Si on regrette quelque chose qu'on a fait qui est problématique, on peut dire que le regret est positif. Et le remords, par contre, c'est une habitude de l'esprit qui est nécessairement non constructive. Donc le remords, ce serait plus d'avoir de l'aversion pour ce qu'on a fait, d'avoir une forme d'exagération des défauts, des choses négatives qu'on a pu faire. Et ce n'est absolument pas ce qu'on entend par le pouvoir du regret. D'ailleurs, le pouvoir du regret, il faut qu'on l'équilibre pour ne pas tomber dans l'excès du remords. Le but, c'est d'avoir un regret qui est équilibré, qui ne tombe pas dans l'extrême, qui ne tombe pas dans l'extrême du remords et qui ne tombe pas non plus dans l'extrême d'être tellement léger qu'on n'a pas vraiment de regret de rien. Si on doit se convaincre de transformer une habitude, il faut qu'on regarde cette habitude en sachant qu'elle a des problèmes, mais il ne faut pas qu'on la regarde en prenant responsabilité pour des choses pour lesquelles on n'est pas responsable, par exemple. Ça, c'est la culpabilité. Donc le remords, c'est quand notre regret est conjoint avec de l'aversion. On a de l'aversion pour soi. Une aversion pour soi, c'est une perturbation mentale qui exagère nos défauts, qui exagère notre responsabilité aussi.
Donc, dans ce premier pouvoir du regret, il ne s'agit pas de développer du remords, de la haine pour soi. Parce que cette haine pour soi, elle ne fonctionne pas à nous conduire à dépasser une habitude. Pourquoi? Parce que quand on a de la haine de soi et qu'on a du remords ou de la culpabilité, on a l'impression, on est déjà focalisé sur le passé, et puis on a l'impression qu'il y a quelque chose en nous qui est impossible à transformer. Or, quand on active ce pouvoir du regret, on peut avoir à la fois une grande observation des choses qu'on a pu faire de négatives, mais à la fois la compréhension qu'on peut les dépasser et on peut transformer une habitude. Hein, c'est vraiment la différence entre le regret et le remords. Le remords conduit à la staticité, à l'inertie, à la paralysie. Et comme on a une forme de haine de soi, on a un manque d'effort joyeux, donc un manque d'espoir aussi qu'on puisse vraiment transformer notre comportement. Alors que dans le regret, on peut se dire « Ok, j'ai fait ça, c'est vrai que ça ne me rend pas service, mais libre à moi de le transformer maintenant. Libre à moi aujourd'hui d'apposer à cette action son antidote. » C'est ce qu'on verra dans le deuxième pouvoir d'opposition. Je les rappelle, hein, les pouvoirs d'opposition, le pouvoir du regret, de l'antidote, de la fondation et de la résolution. On va les voir, hein, de toute façon, on aura le temps de les voir un par un. La culpabilité, c'est aussi une forme de regret malade. C'est une forme de regret qui n'est pas constructive, c'est une forme de regret qui pose plus de problèmes que ça ne résout de problèmes. Et la culpabilité, c'est quand on s'attribue la responsabilité de quelque chose, quand on n'en a pas la totale responsabilité. Par exemple, une forme de culpabilité, je suis un père de famille, j'ai acheté une mobilette à mon fils, par exemple, et puis mon fils a un accident de mobilette, et je prends l'entière responsabilité de quelque chose qui n'est pas vraiment de mon entière responsabilité. Bon, c'est vrai, j'ai acheté cette mobilette, j'aurais pu faire autre chose, mais je n'ai pas une totale responsabilité, ce n'est pas moi qui conduisais, ce n'est pas moi qui ai poussé une voiture à rentrer dans la mobilette, par exemple. Et comme la culpabilité est une forme de perturbation mentale, c'est une forme d'exagération. Elle exagère notre responsabilité. Elle peut parfois donner l'impression que notre responsabilité est totale alors qu'elle est partielle. Et c'est très douloureux de penser que notre responsabilité est totale dans les obstacles que certains de nos proches peuvent rencontrer, par exemple. Ou d'avoir l'impression que qu'on est le seul détenteur du malheur de quelqu'un, c'est très douloureux de penser ça. Et dans la culpabilité, il y a aussi cette impression qu'on aurait pu faire autrement. Et ça, c'est quelque chose qui m'est apparu il n'y a pas très longtemps parce que j'enseigne souvent la patience. Une forme de patience, c'est pour déjouer la colère, par exemple, c'est de comprendre que la personne en face de moi, elle n'a pas nécessairement totalement son libre arbitre quand elle dit des choses blessantes, par exemple. De la même manière que moi, quand des choses m'échappent, je n'ai pas totalement mon libre arbitre. Et j'ai souvent parlé de cette patience qu'on retrouve aussi dans les textes en lien avec les autres, que les autres n'ont pas totalement leur libre arbitre, mais une forme de culpabilité, c'est de penser qu'on aurait pu faire autrement. Et d'être sans arrêt en train de penser « Ah, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire autrement. » Et ce n'est pas le regret qu'on entend dans ce pouvoir du regret aujourd'hui. Hein, là, on voit les deux cas qui ne sont absolument pas les cas qu'on doit essayer de cultiver. Bien sûr, en cultivant le pouvoir du regret, et ça fait partie de la pratique, on va peut-être tomber dans des extrêmes pendant quelque temps, mais c'est aussi acquérir un équilibre émotionnel que de tomber dans les extrêmes et puis savoir les identifier, puis redresser le cap. Donc penser qu'on aurait pu faire autrement, ça c'est invalidant. C'est invalidant parce que c'est aussi une exagération de l'esprit.
On aurait pu faire autrement. Oui, mais on ne l'a pas fait. On aurait pu faire autrement. Est-ce qu'on est vraiment sûr qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Et ça, on voit dans la méditation et l'analyse que c'est invalidé aussi. Parce que si j'ai fait ça, c'est que je n'avais pas à disposition de faire mieux, sinon je l'aurais fait. Donc, continuons sur l'observation de ce qu'est le regret. Alors, est-ce que c'est le regret de se focaliser sur les défauts des choses ou pas? Les défauts, les problèmes? Ben, pas nécessairement. Dans le regret, on se focalise à la fois sur les problèmes et sur les causes des problèmes. Dans le remords, il y a moi, je suis nul, j'ai totalement manqué. Par exemple, j'ai une addiction, je me ronge les ongles. Le remords, ce serait de se dire, voilà, je suis nul, même ça, me ronger les ongles, j'arrive pas à m'arrêter. Je, je suis bouddhiste, je, je, je travaille sur l'esprit et même juste le simple fait d'arrêter de me ronger les ongles, j'en suis incapable. Ça, c'est une forme euh, de remords. Le regret, c'est plus l'observation, plutôt que de dire moi je suis nul parce que j'ai cette habitude, c'est de se dire quels sont les problèmes de, qui, sont, qui sont produits par cette habitude. Par exemple, ronger les ongles, bah, c'est une habitude qui perpétue une forme de nervosité parce que chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à enlever et sans arrêt, j'ai une action mentale de lutter contre quelque chose. C'est une lutte, je lutte contre ces ongles qui dépassent. En plus, j'absorbe des bactéries, c'est pas très bon pour le corps. Ça, c'est vraiment plus ce qu'on fait dans le pouvoir du regret. On n'est pas en train de se répéter encore et encore, ah, je suis nul de faire ça. Non, on explore la chose pour voir les problèmes qui sont générés par cette action. Et moi, je me suis rongé les ongles pendant des années, je sais de quoi je parle, il m'a fallu du temps pour le dépasser parce que je me disais, non, mais ronger les ongles, il y a des choses quand même plus importantes dans mon comportement que je ne veux pas commencer à méditer sur me ronger les ongles. Il y a l'amour, la compassion, ronger les ongles, non, non. En fait, on se rend compte que même ronger les ongles, il faut générer le pouvoir du regret. Et ce n'est pas vraiment le pouvoir du regret, c'est le pouvoir de reconnaître les fautes, les problèmes, de pouvoir de reconnaître les problèmes. Et au départ, ça apparaît pas du tout, parce que quand on le fait, c'est parce qu'on a l'impression que ça nous apporte quelque chose, c'est ce qu'on a envie de faire sur le moment. Donc on passe d'un système où on reconnaît les qualités des choses, et d'ailleurs, ce n'est pas du tout une habitude qu'on a envie de dépasser, tant qu'on reconnaît que ça n'a que des bienfaits. Tant que c'est super cool de se ronger les ongles, on n'a pas envie d'apposer ces 4 pouvoirs d'opposition. Et ça, c'est assez profond aussi. C'est de voir que tant qu'on ne modifie pas la perception qu'on a d'une habitude, on ne va jamais, jamais pouvoir commencer à faire quelque chose. Et ça se comprend. Et il ne faut même pas se forcer à ce moment-là. Non, alors on essaie de transformer la perception de cette chose, ok. Ah ouais, d'accord. On regarde les études sur Internet, on voit qu'on ingère plein de bactéries sous les ongles. C'est un nid à bactéries. Et puis en plus, chaque fois que je fais ça, j'ai l'impression je crée une petite graine mentale de nervosité, de quelque chose il y a quelque chose à, à éliminer. Et puis c'est mon corps aussi. Pourquoi j'ai sans arrêt besoin de ronger? Donc c'est vraiment ce qu'on fait dans le pouvoir du regret. On essaie de découvrir si cette chose et cette habitude a des problèmes ou pas. Est-ce que le regret, c'est verbal ou c'est mental? Ça, c'est une bonne question pour essayer de le définir. Est-ce que le regret, il est mental ou est-ce qu'il est verbal? Ben, il peut être les deux. Il commence dans l'esprit, parce qu'on reconnaît les qualités, les défauts de cette chose, mais il est présenté dans les textes que le regret verbal est important, parce que l'opposé du regret verbal, c'est la dissimulation, le mensonge. Quand on se cache les choses à nous-mêmes, ben et qu'on le cache mentalement, verbalement aux autres,
eh ben, on est beaucoup moins à même de transformer cette habitude. En d'autres termes, savoir verbaliser auprès de nous-mêmes, de nos proches, ces actions, ces habitudes. Alors ça ne vient pas tout de suite, hein, c'est quelque chose qui prend du temps, et d'avoir suffisamment reconnu ces habitudes et leurs problèmes pour être à même de pouvoir parler de ces fautes-là. Et ça, c'est ce que dans le christianisme, on entend par confession. Et on voit ici qu'il faut absolument que cette confession elle soit sous-tendue par une compréhension profonde des problèmes de cette habitude. Sinon, ça devient juste des mots, et on a l'impression qu'en simplement disant les mots, il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, ce qui est complètement faux. Il faut que ce soit nourri par cette compréhension qu'en verbalisant notre habitude, eh ben, on concrétise qu'on va faire quelque chose pour la dépasser. Donc, savoir parler nos, de nos habitudes, c'est un bon moyen, parce que la dissimulation, sa fonction, c'est d'empêcher le regret, d'empêcher ce premier pouvoir d'opposition. Si on dissimule, par exemple, je bois en cachette, et puis quand on me dit, est-ce que tu bois, est-ce que non, 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 est-ce que tu te ronges les ongles? Non, non, j'ai complètement arrêté. Ah non, non, mais là, c'est parce que j'avais un petit ongle qui dépassait. Mais c'est vraiment ça, savoir le verbaliser, ça fait partie de ce pouvoir du regret. Donc, dans ce pouvoir du regret, le premier qu'on doit activer, la première chose, c'est d'identifier quelque chose. Et c'est peut-être le plus gros des efforts. C'est peut-être le plus important et le plus difficile qui soit. C'est de commencer à mettre sur la table un sujet. Commencer à se dire peut-être qu'il y a un problème. Et ça, on voit que ça, dans notre perspective, c'est un point de départ, mais en réalité, c'est déjà le résultat d'une transformation profonde, mais qui est infime. Et de commencer à se dire, OK, je pense qu'il y a un problème, je ne sais pas vraiment quoi, mais je pense que dans cette habitude, il y a quelque chose à trouver. Moi, ça m'arrive personnellement souvent de me dire, OK, je pense qu'il y a un sujet là. Je pense que dans cette habitude-là, elle ne m'est pas totalement apparue, j'ai encore l'impression qu'elle a beaucoup de qualités, ou que ce n'est pas vraiment un problème, mais je pense qu'il y a quelque chose à trouver. Et d'en faire une pratique, c'est-à-dire de se dire, OK, je vais y vouer un petit peu de temps à ça. Et dans les premières étapes, ça ne vibre pas vraiment. On n'est pas en train de se dire, waouh, je comprends que tant de problèmes viennent à cause de cette habitude. Non, on commence tout petit par simplement mettre le doigt dessus et commencer à explorer. Donc ce pouvoir du regret, il vient graduellement, il faut du temps. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps, et le temps n'est pas compressible ici. Et pour ça, ça nécessite à la fois d'identifier la chose, mais à la fois de se souvenir aussi. De se souvenir des problèmes qui ont été générés par cette habitude. Et plutôt que de regarder du côté de soi en se disant « je suis nul d'avoir fait ça », regarder du côté de l'habitude en disant « voilà tous les problèmes qui ont été générés par rapport à ça ». Tous les problèmes Et c'est vraiment ça le pouvoir du regret. Plutôt que de se dire « je regrette, je regrette, je regrette », on observe les problèmes liés à une habitude. Pour générer ce regret sincère, qui va être le moteur de notre transformation, il faut observer les problèmes. Alors, je ne dis pas que ce premier pouvoir d'opposition ce soit toujours le premier à activer, par exemple. Une personne qui a une forte haine de soi, peut-être que le premier pouvoir d'opposition à employer serait le pouvoir de l'antidote, par exemple. Ces 4 pouvoirs d'opposition, ce sont des pouvoirs qu'on génère de manière circulaire. C'est-à-dire qu'en générant le pouvoir du regret, le pouvoir d'antidote va être plus fort, le pouvoir de la fondation va être plus fort, le pouvoir de la résolution va être plus fort.
Mais peut-être que parfois, il vaut mieux se focaliser sur la résolution plutôt que sur le regret. Ça dépend vraiment de chacun. Ça dépend de nos capacités, ce qu'on est à même de faire. Si on passe trop de temps sur le regret, il est possible qu'on développe du remords et que ça finisse par être invalidant. Auquel cas, il faut changer et cultiver le pouvoir de l'antidote, qu'on verra après la pause. Donc, c'est ce qu'on appelle des causes circulaires cumulatives, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment qu'on fait totalement l'un et puis on arrive au deuxième, puis le troisième, c'est on s'entraîne à tous, quand on juge qu'il est bénéfique d'activer l'antidote plutôt que le regret, par exemple, mais si on est vraiment avec un désespoir profond, par exemple, il vaut mieux peut-être cultiver des choses qui sont joyeuses, comme le pouvoir de la fondation, qui redonne à notre existence une direction sûre, hein, c'est ce qu'on va voir demain, ou bien travailler sur l'antidote pour essayer d'invalider cette identification qu'on a avec nos émotions, nos comportements, nos habitudes. Parce que si on n'a pas envie, on ne va pas avoir envie de regarder sincèrement les problèmes de ces choses-là. Donc peut-être qu'il faut prendre un autre axe, un autre angle. Il ne faut pas hésiter dans ces cas de pouvoir d'opposition à employer un autre angle d'attaque, par exemple, sous l'angle de l'antidote plutôt que du regret. Ça, c'est important, hein. D'ailleurs, ces 4 pouvoirs d'opposition, j'ai l'impression, et je le vois, qu'ils n'ont pas la même séquence, le même ordre dans différents textes. Parfois, on commence par le pouvoir du regret, puis il y a le pouvoir de la résolution, puis le pouvoir de la fondation, et enfin le pouvoir de l'antidote. Parfois, l'antidote est en deuxième. Il n'y a pas vraiment un ordre qui soit aussi établi qu'on ne croit, et je pense que c'est l'indication que c'est des causes circulaires cumulatives. C'est-à-dire qu'il faut les activer les 4 pour que cette transformation, d'ailleurs, elle soit profonde. Si on est simplement en train d'avoir du regret, sans penser qu'on puisse dépasser ça, eh bien, la transformation, elle va être assez limitée. C'est vraiment l'accumulation de ces 4 pouvoirs qui fait que la transformation, elle est optimale. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, que nous, on a très souvent ce pouvoir du regret, on emploie des antidotes, on a des résolutions, mais c'est uniquement quand ces 4 sont totalement installés dans notre esprit que la transformation est pérenne également. Dans un texte de Buddhaghosa, qui est une référence dans le canon pali qu'on retrouve en Asie du Sud-Est, au Sri Lanka, il dit que dans ce processus de regret, il y a 2 ingrédients qui sont importants et qui sont un petit peu l'équivalent. Si on avait un bâton, par exemple, qui est divisé en 2, il y en a une partie qui est très sale et l'autre qui est en feu. Et bien, pour nos habitudes, on doit avoir à la fois une forme de « j'ai pas envie de le toucher » et une forme de « si je le touche, je vais me brûler ». Ce qui en pali, c'est hiri otapa. En sanskrit, ça s'appelle ri apatrapya. C'est 2 facteurs mentaux qui sont importants dans le pouvoir du regret, qui est de vraiment avoir, c'est pas une aversion, c'est pas un dégoût dans le sens de oh, je veux absolument m'en défaire, mais on ne veut pas, on a l'impression que c'est pas bon. Et ça, c'est vraiment une des qualités aussi du pouvoir du regret, de se dire non, non, ça, j'en veux absolument pas. Et l'autre, de penser que cette habitude, c'est comme un bâton en feu. Je vois que si je le touche, je vais me brûler. Donc on doit avoir ces 2 facteurs mentaux, de reconnaître à la fois que cette chose, elle produit de la souffrance, ce qui est l'image de ce bâton en feu, et à la fois que ce bâton, il est impropre, pas dans le sens d'être propre ou sale, mais il est impropre, c'est-à-dire que ça ne me sert pas.
Et ça, c'est deux facteurs mentaux qui sont identifiés un petit peu de manière différente dans le bouddhisme tibétain. On parle de considération pour soi et de considération pour les autres. Dans le pouvoir du regret, il faut développer cette considération pour soi, de se dire non, ça ne me sert pas, ce n'est pas constructif. Comment fait-on ça? On regarde encore et encore les défauts de cette chose-là, les problèmes. Et la considération pour les autres, c'est de voir que cette habitude, elle ne sert pas aux autres également. Ça, c'est des aides dans la génération, le développement du pouvoir du regret, c'est de savoir que non, ça ne me sert pas à moi, mais ça ne sert pas aux autres non plus. Et il ne s'agit pas simplement de développer ce pouvoir à travers la réflexion, mais à travers l'observation aussi. Reconnaître quand on s'engage dans certaines de ces habitudes, que sur le moment, il y a plein de problèmes qui sont liés. Savoir commencer à mettre un petit drapeau rouge sur ces choses quand elles arrivent. Savoir reconnaître en se disant, OK, au moment où ça va arriver, où je suis pris dans ces habitudes que j'ai envie de dépasser, c'est parce que je suis en colère, d'observer les problèmes au moment où ils apparaissent et puis après. Donc il faut à la fois ce pouvoir de la réflexion, ce pouvoir de la vigilance aussi, d'être vigilant suffisamment pour observer. Ce n'est pas simplement sur le coussin de méditation que ces choses-là vont finir par vraiment devenir suffisamment présentes dans l'esprit pour qu'on se dise « Waouh, j'étais complètement passé à côté de ça en fait. J'étais complètement passé à côté de cette émotion, ce trait de mon caractère, et je me rends compte que ça ne sert pas du tout. » Et on développe alors ce pouvoir du regret parce qu'on voit que cette chose-là, elle est comme un bâton en feu, et puis on voit cette chose-là comme quelque chose qui ne nous sert pas, qui est impropre. Et là, c'est vraiment quand le pouvoir du regret a été cultivé avec justesse, on a cette vision claire de se dire « Oh non, mais ça c'est... Waouh! Ah non, c'est vraiment une... Ça ne me sert pas du tout. En fait, je ne me rendais pas compte à quel point c'était pas bon pour moi. » Au départ, encore une fois, on a l'impression du contraire. « Ah ben je me ronge les ongles, c'est super. » Et puis on lit les trucs sur Internet, on commence à se dire « Oh non, c'est horrible. En fait, je me rends malade. J'empoisonne mon corps quasiment. C'est terrible. » Et là, c'est vraiment, on a l'appréhension de ce bâton et de ces deux parties avec justesse, sans tomber dans « Oh là là, je suis nul de manger les ongles ». Ça n'a rien à voir avec le sujet. Là. Le regret, le remords et la culpabilité sont complètement absentes. Donc, quand on a ces pouvoirs du regret qui est cultivé avec justesse, on arrive à avoir une appréhension juste des problèmes de cette chose-là, sans le prendre personnellement, sans se dire « j'aurais pu faire autrement », sans se dire « je suis nul et je ne vais jamais pouvoir le dépasser ». Non, on regarde avec justesse le problème qui est lié à ce comportement, à cette habitude, et simplement on voit sa limite. Et ce qui revient à dire que ce pouvoir du regret, c'est vraiment le pouvoir de la motivation. Quand on commence à se dire « Waouh, à quel point c'est néfaste », eh bien, évidemment que le pouvoir de l'antidote et de la résolution va être plus authentique. En fait, c'est vraiment une transformation de perspective. Et ça nécessite de la répétition, ça nécessite beaucoup de répétition, peut-être pour certaines habitudes, des mois, des semaines, de répéter encore, et puis de cesser de croire à ces moments où on perçoit cette habitude comme étant positive aussi. Parce que de la même manière qu'on va commencer à mettre des petits drapeaux rouges sur les problèmes liés à cette habitude, on va commencer à voir qu'il y a plein de moments où on se dit que cette habitude est bonne quand même. Et là, si on met un peu la main à la conscience, comme disait Molière, on va se dire, mais
j'arrive quand même à avoir plein de moments où je perçois, où je fais comme si cette chose-là, elle avait des qualités. Et le pouvoir de l'antidote qui va venir après, ça va vraiment être d'explorer la nature de cette chose-là et la nature même de notre émotion. Donc quand il y a trop peu de regrets, la résolution, ça va être un peu la résolution du nouvel an, hein. On n'en a jamais vraiment parlé. Qu'est-ce que tu prends comme résolution? Oh, bah, j'ai pas vraiment pensé. Bah, tiens, je vais prendre la résolution de faire le tour du monde à pied. Bon, le lendemain matin, on ne se souvient même pas de ce qu'on a dit. Ça, c'est vraiment le pouvoir de la résolution qui est pas vraiment un pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir derrière. C'est juste des mots qui sont sortis de notre bouche. Nous, ce qu'on essaie de générer, c'est des forces intérieures qui sont à même de transformer en profondeur des comportements. Si le pouvoir du regret est complètement vide d'authenticité, d'une compréhension profonde des problèmes liés à notre habitude, la résolution ne pourra pas être authentique, la transformation ne sera pas pérenne parce qu'il y a de toute façon un moment où intuitivement on va se dire mais en fait non, cette chose elle a beaucoup beaucoup de qualités, elle est super, il n'y a aucune raison que je m'arrête. Donc il faut que la transformation de perception des défauts de cette chose-là soit totalement authentique. Et quand il y en a trop, si on passe son temps à faire uniquement le pouvoir du regret, ce qui nous arrive beaucoup hein, dans notre culture, euh, on peut commencer avec une motivation saine, et puis finalement, on finit par commencer à développer du remords et de la culpabilité. Si on active uniquement le regret, il est possible qu'on tombe dans un travers euh, de manquer d'estime de soi, de culpabilité, de prendre les choses de manière très personnelle, de penser que c'est impossible à changer, et puis de finir par ressasser, par ruminer les choses du passé, par se dire mais voilà, j'aurais pu faire autrement, et puis d'imaginer le moment où on a fait autrement, ce qui sert à rien vraiment penser ça, hein. Mais de dire voilà, si j'avais fait ça, j'aurais pu arriver à une autre conclusion, si j'avais fait ça, puis de se monter une histoire. Ça, c'est vraiment d'utiliser le processeur mental de manière vaine, parce que ça sert uniquement à invalider la possibilité en nous de trouver des solutions à nos problèmes. C'est vraiment ressasser les problèmes. Et c'est ça, ressasser, c'est d'essayer de revoir parfois ces événements en disant voilà ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu faire ça, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Alors oui, ça peut nous servir parfois de revoir les événements du passé en disant voilà, si j'avais fait ça, mais ça nous sert uniquement pour ne pas répéter ces choses-là à l'avenir. Mais si c'est uniquement pour être porté sur le passé, alors c'est vraiment invalidant. Et auquel cas, ce pouvoir du regret se transforme du regret et verse dans la culpabilité et le remords. OK? Est-ce que vous avez des questions? La différence entre le regret et le remords, donc cette aversion envers soi-même qui apparaît, est-ce que ça vient pas non plus peut-être du regard de l'autre? C'est un petit peu la différence aussi entre la culpabilité et la honte. La honte, il y a le regard de l'autre en plus. Et le remords, ça vient peut-être, enfin, il y a peut-être ce côté-là aussi, je sais pas, dans certains cas. Oui, le remords, bien sûr. La honte, oui. On en a parlé de la considération pour soi et pour les autres. Ce qui est important, d'avoir de la considération euh, pour les autres et pour la manière dont les autres nous perçoivent aussi. C'est pas quelque chose qu'on doit toujours ignorer. Oh non, mais je m'en fous de la manière dont ils me considèrent. Non, c'est bien aussi de prendre euh, considération de la manière dont les autres me perçoivent, mais il ne faut pas qu'on verse euh, dans la honte qui est une préoccupation mondaine. Une préoccupation mondaine, c'est-à-dire une aversion pour les paroles ou les pensées que les autres peuvent avoir à mon égard. Je ne sais pas si ça. N'hésite pas à me dire hein,
si c'est pas très clair ce que je dis. C'est Là, ouais. La honte, elle participe parfois de ce remords aussi, hein. C'est qu'on est sans arrêt en train de percevoir la manière dont les autres nous perçoivent. Et ça, c'est invalidant aussi, hein. Ça n'a pas une fonction. En fait, si les choses ont une fonction et que ça nous sert à dépasser une habitude, très bien, les choses sont positives. Si cette tendance de l'esprit sert à nous invalider, à nous rendre inaptes à transformer cette habitude, alors il vaut mieux s'en séparer. Et dans le cas de la honte, c'est une préoccupation mondaine qui passe beaucoup de temps à penser à la manière dont les autres nous perçoivent, et c'est vouer son processeur mental à une activité vaine, parce que ça ne nous sert pas beaucoup finalement, ça. Moi, j'ai une question euh, sur les. Tout à l'heure, tu as parlé de l'exemple avec la moto et puis il y a un accident. Je me suis posé la question, si on dit que finalement la personne qui a eu l'accident, finalement, c'est les causes et conditions qui ont fait que la personne a eu l'accident. Donc, on va dire que c'est par rapport à éventuellement son karma. Donc, du coup, après, je me dis finalement, quel que soit ce qui arrive à toute personne, finalement, ben, c'est par rapport à voilà, ces causes et conditions qui ont fait que. Donc, du coup, le regret là-dessus, ben, finalement, on peut, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je perçois, on peut ne pas avoir de regret parce que finalement, ben, est-ce que nous, on est vraiment responsable? Peut-être pas. Je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, je ne sais pas. Alors là, l'exemple que j'ai pris, c'est un exemple dans lequel on a souvent du remords. Ouais. C'est pas vraiment une habitude, ça, hein. À moins Non. que tu aies une dizaine d'enfants et que chacun tu aies Non. une mobilette. Mais euh, nous, on est vraiment dans la transformation d'une habitude ou d'un facteur D'accord. mental. Ok. Mais dans l'exemple que tu as pris, ce serait une réduction de penser qu'on n'a absolument aucune responsabilité aussi, hein. Bah si, tu as acheté une mobilette aussi, hein. Mais quelle est la part de cette responsabilité dans le fait que ton enfant a eu un accident, par exemple? Déjà, elle n'est pas nécessairement déterminable, cette part de responsabilité. Donc, il faut accepter qu'elle ne le soit pas non plus déterminable, cette responsabilité. Et puis, on ne peut pas tout mettre non plus sous le joug du karma, par exemple. On entend souvent, je peux arriver devant quelqu'un et puis lui mettre une grosse gifle et lui dire, bah oui, c'est ton karma d'avoir l'expérience d'une gifle. Ah non, mais moi, c'est rien de mon côté, c'est ton karma d'avoir quelqu'un qui te gifle. Non, ça, c'est aussi une simplification des causes parce que je suis responsable, c'est moi qui mets la claque quand même. Donc, de dire c'est son karma de faire l'expérience, c'est pas nécessairement juste totalement. C'est pas inclusif de l'entièreté de cette structure difficile et complexe des causes. Il faut avoir une vue assez juste et équilibrée sur les ressorts qui participent à la création d'un résultat. Et là, c'est de voir que, bah oui, moi j'ai offert cette mobilette. Là, c'était vraiment dans l'exemple du remords. Pour l'exemple d'une habitude qu'on voudrait dépasser, par exemple, j'ai l'habitude de crier sur quelqu'un, dire des paroles dures. Je ne vais pas dire oui, mais c'est son karma, cette personne, de faire ça, auquel cas je ne pourrais pas développer de regret parce que c'est simplement son histoire. Lui, elle a accumulé les causes et conditions pour faire cette expérience-là. Et ça, c'est une vision simpliste, ça. OK, on va faire une petite pause. On se retrouve à 11 heures. François, Oui. j'ai une petite question. J'étais en train de me dire, Oui, Fatima. Dire à quel point j'imaginais pas qu'il fallait, dans le cadre du regret, avoir, si on veut éventuellement changer les habitudes, que le regret soit fort en fait pour pouvoir justement entamer un processus de changement.
Et j'ai du mal à percevoir cette subtilité de la force du regret afin que l'habitude puisse progressivement se mettre en place. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, oui, bien sûr. Alors, J'ai jamais imaginé. c'est vraiment quelque chose qui prend du temps. Et ça prend du temps où vraiment on finit par reconnaître les problèmes liés à ce comportement, et pas simplement parce que c'est écrit sur un papier, on l'a lu dans un livre, on le reconnaît vraiment de manière profonde. Et je vais citer ces mots de Victor Hugo qui termine, hein. Sa vie passée, sa première faute, sa longue expiation, son abrutissement extérieur, son endurcissement intérieur, sa mise en liberté réjouie par tant de vengeance. Ce qui lui était arrivé chez l'évêque, la dernière chose qu'il avait faite, ce vol des 40 sous à un enfant, crime d'autant plus lâche et d'autant plus monstrueux qu'il venait après le pardon de l'évêque. Tout cela lui revint, lui apparut clairement, mais dans une clarté qu'il n'avait jamais vue jusque-là. Et c'est vraiment une indication de la force du regret, c'est que tout à coup, on voit ces choses-là avec un point de vue tellement clair, de se dire « Waouh, cette chose-là, elle est problématique et ça demande vraiment une habitude. » Et c'est uniquement quand, c'est pas uniquement, c'est encore une fois, on ne passe pas du pouvoir du regret au pouvoir de l'antidote quand on a totalement complété le pouvoir du regret. Parfois, on fait un petit peu de regret et puis l'antidote va nourrir le regret aussi, on va le voir après la pause. Mais c'est quelque chose on a besoin de développer cette appréhension forte des défauts d'une chose et authentique, parce que sinon, comment la résolution pourrait être authentique?